Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Gouriou, l'assistant de communication de l'Alliance française de Toronto. Euh, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous me voyez, parce que je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Bienvenue dans cette conférence qui porte sur cette pandémie que nous connaissons tous depuis déjà 2 ans. Cette conférence se fait en collaboration avec la Société d'histoire de Toronto. Merci à elle d'être présente avec nous ce soir. Avant de commencer, je tenais à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Mississauga de la rivière Credit et de la nation métisse. Je vais désormais laisser la parole à Madame Isabelle Montagnier de la SHT. Merci Romain. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette conférence de la Société d'histoire en partenariat avec l'Alliance française de Toronto. Je m'appelle Isabelle Montagnier, je suis la vice-présidente de la SHT. Je vais d'abord vous parler très brièvement de la Société d'histoire avant de présenter la conférencière de ce soir. Donc, la Société d'histoire de Toronto a été fondée il y a plus de 35 ans. Elle s'est donnée pour mandat de raconter l'histoire de la francophonie à Toronto et l'histoire de Toronto en français. La SHT est un organisme à but non lucratif qui dépend des dons et des adhésions pour son financement. Son fonctionnement est assuré par des bénévoles qui organisent chaque année des conférences et des visites guidées en français. De plus, elle contribue au rayonnement de la francophonie en collaborant avec d'autres organismes du patrimoine à Toronto et ailleurs. Nous vous encourageons à devenir membre de la SHT afin de nous permettre de vous offrir de belles activités tout au long de l'année. Vous pouvez vous inscrire sur notre site web sht.ca/adhérer. Donc, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir une de nos membres, Catherine Frelin. Donc, Catherine Frelin détient un doctorat en sciences de la vie. Elle a réalisé toutes ses études. Pas des appareils à côté parce que ça fait de l'interférence avec tes appareils. OK, alors on va vous demander de couper le son, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je recommence. Catherine Frelin détient un doctorat en sciences de la vie. Elle a réalisé toutes ses études dans le sud de la France, à l'université de Nice, Sophia Antipolis, avant de venir s'installer au Canada. Durant ses études, Catherine s'est d'abord spécialisée dans la biochimie, puis dans la biologie moléculaire et cellulaire, et ses projets de thèse portaient sur le développement de médicaments anticancéreux. Après avoir obtenu son doctorat, Catherine, curieuse et passionnée par la recherche, est venue s'installer à Toronto pour travailler dans le domaine des cellules souches au sein du prestigieux Princess Margaret Cancer Center. Catherine travaille depuis 2015 en tant que consultante en financement de la recherche et de l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Dans le cadre de son travail, Catherine a aidé plusieurs entreprises canadiennes à obtenir des financements liés à la COVID-19. Donc, ce soir, Catherine va nous parler de la pandémie de COVID-19. Quelle perspective? Donc, à toi, Catherine. Romain, nous n'avons pas mentionné que les questions seront à la fin de la présentation. Dans le chat. Voilà. À toi, Catherine. Ouais, merci Isabelle. Bonjour à tous. L'objectif de cette conférence, c'était de faire un petit peu le bilan de ces 2 ans de pandémie que nous venons de traverser et de sortir un petit peu la tête du guidon, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la pandémie de Covid-19 ces 2 dernières années. Mais moi, j'avais envie de prendre un angle un petit peu historique, en fait, et puis de faire un petit peu un bilan sur les différentes épidémies qui ont sévi dans le monde au cours de l'histoire, et puis de voir comment on a géré ces épidémies. En fait, est-ce qu'on les a bien gérées ou est-ce qu'on les a pas bien gérées? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts ou pas beaucoup de morts, etc. Et puis de voir aussi, de faire aussi un petit historique de la vaccination, puisque c'est quand même la vaccination le traitement principal pour les maladies infectieuses.
Et puis, enfin, on reviendra à la fin de cette conférence sur nos pattes, sur les 2 ans de pandémie qu'on a traversé. Et puis, on va essayer de faire un bilan tous ensemble, voir est-ce que finalement cette pandémie était si horrible que ça. Est-ce que finalement, maintenant qu'on a un petit peu de recul, qu'est-ce qu'on peut penser de la manière dont on a géré la pandémie? Alors, je pense qu'il faudrait que vous copiez vos micros, par contre. Je ne peux pas couper ça. Ok. Donc, pour commencer avec des chiffres, parce que moi, je suis scientifique, donc j'aime bien regarder les chiffres. À date, donc, après 2 ans de pandémie, au mois de mars, la pandémie a été… en fait, il y a eu à peu près 450 millions de personnes qui ont été infectées dans le monde à date, et un peu plus de 3 millions de personnes au Canada. On voit qu'il y a à peu près 1 à 2% de la population qui meurt à la suite, 1 à 2% de la population infectée en fait, qui meurt à la suite de la maladie, ce qui correspond un peu au premier chiffre que nous avaient donné les Chinois il y a 2 ans. En fait, nous avaient donné un petit peu ces chiffres-là. Donc, on voit que finalement, dans le monde, il y a eu jusqu'à présent environ 6 millions de morts. Et puis, au Canada, on en est à un petit peu plus que 37 000 morts. Alors, je voudrais que vous vous souveniez de ces chiffres-là parce que maintenant, on va parler des autres épidémies qui ont sévi dans le monde. Donc, rappelez-vous bien de ces chiffres-là. Donc, voilà. Donc, au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs épidémies qui ont sévi. La première dont on a tous entendu parler est celle de la peste noire. La peste noire a tué environ de 30 à 50% des Européens au Moyen-Âge. Donc, il y a à peu près entre 75 et 200 millions de personnes qui sont mortes de la peste noire en Europe au Moyen-Âge. Donc, c'est l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. Mais plus récemment aussi, au XVIIIe siècle, à Montréal, il y avait à peu près un petit peu plus d'un enfant sur 2 qui mourait avant l'âge d'1 an. Et ces enfants mouraient majoritairement à cause de maladies infectieuses. Donc, on voit que c'était quand même un gros problème encore au XVIIIe siècle. Plus récemment encore, la variole a sévi, je dirais, au XXe siècle. En fait, la variole, donc, c'est un virus qui est très, très vieux. Il a causé la mort d'à peu près 75% des Amérindiens, donc c'est énorme. Mais au XXe siècle, il a aussi causé la mort d'environ 400 millions de personnes. La grippe espagnole, qui est apparue après la Première Guerre mondiale, a causé entre 20 et 50 millions de morts. C'est une estimation, c'est toujours des estimations un peu approximatives, hein, mais c'est voilà, entre 20 et 50 millions de morts. Et l'épidémie de sida, donc, qui est l'épidémie la meurtrière, très meurtrière la plus récente, a quand même tué jusqu'à présent 36 millions de personnes. Et l'épidémie n'est pas terminée de sida. Alors évidemment, quand on pense aux épidémies qui ont sévi en Amérique du Nord et notamment au Canada, on pense toujours et tout de suite en fait aux épidémies qui ont décimé les populations autochtones. Je parlais de la variole qui a décimé 75% des autochtones. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ces épidémies ont sévi très très tôt, en fait, dès le départ de la colonisation. En fait, quand Jacques Cartier arrive en Amérique et qui remonte le fleuve Saint-Laurent, en fait, il se rend compte que les autochtones qui vivaient au niveau de Québec, de ce qui est aujourd'hui la ville de Québec, meurent d'une maladie contre laquelle, lui et ses hommes, en fait, étaient immunisés contre cette maladie. Et du coup, il s'est rendu compte que les autochtones mouraient, mais bon, il ne savait pas ce que c'était. Les historiens ont plus tard confirmé que c'était la variole, mais voilà, donc c'était très, très tôt. Et fait intéressant, quand Samuel de Champlain, 70 ans plus tard, remonte le fleuve, il se rend compte qu'il n'y a plus personne qui habite au niveau de ce village-là, ce qui veut dire que toute la population autochtone a été décimée dans cette région par la variole. Alors évidemment, quand on pense aux épidémies, tout de suite, on pense aux couvertures infectées. Les Européens ont très vite compris qu'ils pouvaient utiliser les maladies infectieuses comme des armes biologiques.
En 1763, le Sir Geoffrey Amherst, qui était dirigeant de l'armée britannique, conseille au colonel Henri Bouquet d'exposer les autochtones à des couvertures infectées par la variole. Et il écrit, entre guillemets, je cite, « Vous ferez bien d'essayer d'inoculer les Indiens par le biais de couvertures, en plus de tenter toute autre méthode qui pourrait servir à supprimer cette race facilement manipulable. » Donc évidemment, ça a marché. C'est une arme biologique qui a bien fonctionné. Je fais une petite incartade. En fait, j'ai été voir ce week-end une exposition à l'EGO, qui est une exposition qui s'appelle Red is Beautiful. C'est une rétrospective de l'œuvre de l'artiste autochtone Robert Hull. Et on voit sur ce tableau, dont je n'ai pas pris le nom de ce tableau, j'ai oublié, j'aurais dû. On voit sur ce tableau qu'en fait, ce qui est écrit, c'est la correspondance en fait, entre Bouquet et Amherst en rouge et en vert. Et cette espèce de gros paquet au milieu, là, c'est le virus de la variole. Donc, c'est intéressant d'aller voir cette exposition et on voit qu'on mentionne l'histoire des couvertures infectées. Alors, vous allez me dire, oui, très bien, on sait que les Européens ont tué les autochtones. Au début, sans le faire exprès, puis après en faisant complètement exprès, mais est-ce que finalement les autochtones ont donné des maladies aussi aux Européens? Parce que l'argument l'argument inverse on pourrait penser à l'argument inverse en disant, bah oui, mais si les autochtones n'étaient pas immunisés contre les maladies européennes, à ce moment-là, les Européens n'étaient pas aussi immunisés contre les maladies américaines. Et donc, de manière intéressante, apparemment, c'est le cas aussi. C'est le cas de la syphilis. Alors, la syphilis, on sait depuis longtemps que... on suspecte depuis longtemps qu'elle a été ramenée par Christophe Colomb après son premier voyage, parce qu'elle est apparue en Europe aux environs de 495. Donc après, les historiens suspectaient le fait que Christophe Colomb, enfin pas lui personnellement, mais sûrement ses matelots, soient revenus avec la syphilis. Mais c'est sûr qu'un virus peut aussi apparaître comme le coronavirus est apparu en Chine en 2019. Donc un virus peut aussi apparaître comme ça. Donc il n'y avait pas de preuve formelle. Et alors, c'est un cas scientifique qui est intéressant parce que... en fait, donc, la syphilis, c'est une bactérie, comme vous pouvez voir sur cette photo. C'est une petite bactérie en forme de tire-bouchon. Et donc, c'est une bactérie de la famille des tréponèmes. Et puis, on sait qu'il y a d'autres bactéries de la même famille, de cette famille des tréponèmes qui existent, qui ne sont pas toutes aussi infectieuses. Certaines maladies, certains tréponèmes, en fait, sont responsables de maladies cutanées qui ne sont pas très, très graves. Les trois les plus importantes sont le pian, la pinta et le bégel. Et donc, en fait, il y a quelques années, donc l'étude date de 2008, donc il n'y a pas si longtemps que ça, une équipe a fait une étude phylogénétique. Alors, une étude phylogénétique, c'est en gros l'analyse de l'arbre généalogique des bactéries. Alors, on peut faire ça pour les virus, les hommes, les singes, enfin tous les organismes vivants finalement. Donc là, l'équipe a fait l'analyse de l'arbre généalogique des tréponèmes en regardant la séquence de l'ADN des tréponèmes et ils se sont rendus compte qu'en fait, le plus proche cousin de la syphilis, eh bien, en fait, c'était le pian d'Amérique. Donc ça veut dire que très certainement, la syphilis a bien été ramenée d'Amérique en Europe. Et de là à dire que c'était Christophe Colomb, on ne sait toujours pas, mais bon, il y a des chances que ça soit lui qui l'ait ramené. Alors, les autres grandes épidémies qui ont sévi au Canada, je ne vais pas faire une analyse exhaustive, enfin une collection exhaustive de toutes les épidémies, mais il y a quand même quelques grandes épidémies notables qui ont sévi au Canada. Une d'entre elles, c'est le typhus. Donc, on voit sur cette photo, donc le typhus, c'est une autre bactérie. Moi, j'aime bien les photos des bactéries et des virus parce que j'ai fait beaucoup de microscopie dans ma carrière. Alors, du coup, je ne sais pas, j'aime bien, je trouve ça beau. Donc, on voit le typhus. Donc, il y a eu une grosse épidémie de typhus en 1745, en fait, en 1746, pardon. La France envoie une flottille de navires de guerre au Canada pour reprendre Port-Royal en Acadie, et donc pas de chance.
des 3150 soldats qui avaient à bord, il y en a 1270 qui périssent en mer, et donc un tiers à peu près, et un autre tiers, 1130, qui meurent en arrivant au port. Donc, ça fait quand même 2 tiers des matelots. Vous vous rendez bien compte que 2 tiers d'une population, c'est quand même énorme. Pour rappel, Covid tue 1 à 2% de la population. Voilà. Et puis aussi, la maladie a frappé aussi les Micmacs, donc qui habitaient dans la région, qui sont les populations autochtones de la région atlantique. Et plus d'un tiers d'entre eux meurent suite à cette épidémie. Et puis, un siècle plus tard, il y a eu aussi une autre épidémie de typhus, cette fois, qui a été amenée par des immigrants qui arrivaient des îles britanniques, et c'était majoritairement des immigrants irlandais. Et il y en a aussi beaucoup qui sont morts durant la traversée, 9293, et encore 1000 qui sont morts en arrivant. Mais à l'époque, on mettait les gens en quarantaine, en fait. On savait qu'il fallait mettre les gens en quarantaine. Et donc, je crois qu'il y a eu moins de conséquences, en fait, suite à cette épidémie-là. Moins de conséquences sur les populations au Canada, je voulais dire. Une autre épidémie qui a marqué l'histoire du Canada, c'est l'épidémie de la variole. Donc, on a vu, la variole a décimé les populations autochtones, mais elle a aussi touché les populations européennes. Et il y a un événement très intéressant qui s'est passé en 1885 à Montréal. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un chauffeur de train qui arrivait de Chicago était infecté par la variole. Donc, il savait qu'il était malade, il sentait qu'il était malade. Il a été voir le médecin de la compagnie de train qui a détecté qu'il était malade et qui a décidé de l'amener à l'hôpital. Donc, il a été accepté à l'hôpital de Montréal. De là, il a infecté le personnel hospitalier. Donc, en 2 mois, en fait, la maladie s'est propagée dans l'hôpital. Et là, les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que cette épidémie en 1885 est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en cas d'épidémie. Donc, les pouvoirs publics, en se rendant compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient malades, ils se sont dit, on va faire de la place et donc on va renvoyer les gens qui ont l'air d'être pas malades, en fait, qui n'ont pas de symptômes, on va les renvoyer chez eux. Et en faisant ça, ils ont favorisé la propagation de la maladie dans toute la ville. L'épidémie a causé la mort de 6000 personnes au Québec. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, les pouvoirs publics ont vraiment, vraiment mal géré cette épidémie. En fait, passé à l'époque, c'est qu'il y avait déjà un vaccin contre la variole. Donc, le vaccin avait été mis au point en Angleterre par le professeur Edward Jenner. Et en 1796, il était déjà obligatoire en Angleterre à partir de la moitié du 19e siècle. Donc, on voit sur cette photo 2 enfants du même âge. Ce n'est pas le même enfant, c'est 2 enfants du même age qui ont été infectés par la variole et un qui a été vacciné et un qui n'était pas vacciné. Je vous laisse deviner lequel n'était pas vacciné. Et donc, bien que la vaccination existe à l'époque, bien qu'elle soit reconnue en Angleterre et qu'elle soit obligatoire en Angleterre, alors apparemment, à Montréal, on ne croyait pas trop aux bienfaits de la vaccination. Il y avait apparemment beaucoup d'animosité dans la communauté médicale. Beaucoup de médecins plutôt âgés étaient contre cette nouvelle technologie qui paraissait un petit peu contre-intuitive, alors que les médecins les plus jeunes étaient plutôt en faveur de la vaccination. Donc, il y a eu finalement un petit peu un genre de cafouillage qui fait que la communauté médicale n'était pas d'accord du tout pour comment traiter la variole. En plus de ça, la population était quand même un petit peu, je dirais, confuse, parce que c'est vrai que la vaccination, c'est quand même contre-intuitif quand on y pense. Donc, à l'époque, comment on vaccinait les gens? En fait, on prenait des extraits de pustules de variole. Donc, dans les pustules, il y avait du virus, en fait. Donc, on prenait un peu de pustules et puis on l'inoculait, on en inoculait de petites quantités dans des enfants, en fait. Donc, forcément, la population, c'était quand même contre-intuitif de dire pour soigner un enfant, on va injecter du virus mortel. Donc, les gens étaient massivement contre quand même. On voit sur ces 2 affiches qui datent de cette époque-là que la vaccination est vue comme un serpent venimeux qui va tuer le petit enfant qui est dans les bras de sa mère.
Et puis, on voit aussi sur cette affiche-là, en fait, alors moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un peu les mêmes arguments qu'on a eus durant les derniers temps de Covid. En fait, la critique de la vaccination forcée, en fait, où on voit la police force les gens à se faire vacciner. Parce que oui, ce qui s'est passé au final, c'est que finalement, la ville a décidé de rendre la vaccination obligatoire. Donc ça a permis d'enrayer la maladie assez vite. Mais n'empêche que la population a protesté parce que devant la peur en fait de cette maladie et du vaccin, la population, donc il y a eu des émeutes à Montréal en 1885. Les anti-vax ont arraché les affiches qui incitaient à se faire vacciner, ils ont saccagé l'hôtel de ville, les pharmacies, le domicile du responsable officiel des vaccins. Voilà quoi. Et donc au final, la vaccination a permis d'éradiquer, pas d'éradiquer la maladie, mais de calmer l'épidémie à Montréal en 1885. Alors, cette histoire qui semble anecdotique comme ça montre que quand même, il y a eu dans l'histoire depuis toujours de fortes réticences à la vaccination. Et alors, moi, ça m'intéresse de parler de ça parce que c'est vrai que moi, pendant ces 2 dernières années, je me suis quand même pas mal énervée. Je comprends, enfin, c'est vrai qu'en tant que scientifique, on ne comprend pas trop pourquoi les gens sont contre la vaccination, parce que nous, on voit qu'il y a tellement de bénéfices qu'on ne comprend pas. Mais c'est vrai que, pour être complètement honnête, il y a quand même eu quelques accidents en fait, qui se sont produits avec les premiers vaccins qui ont été mis au point dans l'histoire. Le cas de la polio, du vaccin contre la polio, est un exemple quand même assez frappant. Donc la polio, c'est une épidémie dont on ne se souvient plus. Les gens de ma génération, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on a tous été vaccinés et donc on n'a jamais vécu. Moi, je me souviens de ce que disait ma grand-mère quand j'étais petite. Elle disait que dans son village en France, en fait, en tout cas, dans son village, donc il y a eu un enfant, donc le cousin de mon père et de mes tantes, qui a attrapé la polio. Mais mon père et mes tantes n'ont pas attrapé la polio. Donc le cousin de mon père s'est retrouvé paralysé à vie, alors que mon père n'a rien eu. Et ma grand-mère racontait cette histoire tout le temps, en fait. On voyait que ça l'avait marqué, quoi. En fait, une maladie qui puisse paralyser des enfants et puis surtout pas comprendre comment ça se fait qu'il y en a un qui attrape la maladie puis pas l'autre. C'est une histoire qu'il racontait souvent, quoi, qui l'a marqué. Donc la polio, elle a sévi au Canada dès les années 1920. Et oui, donc c'était une maladie qui était difficile comme la variole parce que ça touchait les enfants. Donc forcément, c'était quand même très inquiétant. Et on estime qu'entre 1949 et 1954, il y aurait eu plus de 10 000 Canadiens qui se sont retrouvés paralysés en raison de la polio. On voit ici des exemples de poumons d'acier. Certains enfants avaient des paralysies des voies respiratoires, des poumons, et donc on les mettait dans des poumons d'acier pour les aider à respirer. Donc c'était pas... voilà quoi. C'était pas super. Et on voit ici un exemple d'une personne qui s'appelle Paul Alexander, qui a vécu toute sa vie dans un poumon d'acier. Les enfants, généralement, restaient quelques semaines ou quelques mois mais dans ces poumons, mais il y a quelques personnes qui sont restées toute leur vie dans ces poumons. Et Paul Alexander avait fait le buzz il y a quelques années sur YouTube parce qu'il cherchait un réparateur de son poumon d'acier. Il n'y avait plus de réparateur possible. Plus personne ne savait comment réparer ces machines. Je ne sais pas s'il a trouvé, mais en tout cas, il a fait le buzz sur YouTube. Donc, la polio, en 1955, il y a eu un vaccin qui a été développé. Le professeur Jonas Salk, qui travaillait à l'université de Pittsburgh, a développé un vaccin. Donc, il a montré que son vaccin marchait, il a fait les essais cliniques, tout ça, tout marchait bien, ça allait. Sauf que pendant la première campagne de vaccination, ils se sont rendus compte qu'il y avait une centaine d'enfants il y a une centaine d'enfants qui est mort et puis à peu près 200 autres enfants qui se sont retrouvés paralysés à la suite de la vaccination. Alors, les pouvoirs publics là, ont arrêté la campagne de vaccination en urgence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est un défaut de fabrication. Ce n'était pas un défaut du vaccin, c'était un défaut de fabrication. Alors, à l'époque, on ne prenait plus des pustules pour les réinjecter. En fait, pour produire du vaccin, on utilisait des cellules et on cultivait le virus sur des cellules. Et en fait,
Et en fait, il s'est avéré en fait à cette époque-là que ah oui, parce que le virus, une fois qu'on le produisait, donc il était produit, et après on l'inactivait, c'est-à-dire on l'inactivait à la chaleur. Donc avant de l'injecter, on n'injectait pas des virus produits chez les enfants, on injectait des virus qui étaient moins virulents, on va dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un problème l'inactivation à la chaleur n'a pas bien marché dans un des laboratoires, et c'est ça qui a fait que, au lieu d'injecter un virus inactivé, il y a un vrai virus qui a été injecté chez des centaines d'enfants et qui a créé la mort de centaines d'enfants. Alors, il y a aussi eu un autre problème avec la poliomyélite, qui est que, justement, un autre problème de fabrication, en fait, qui est qu'on s'est rendu compte après coup, en fait, que lorsqu'on a cultivé le virus sur des cellules de singes, on utilisait des cellules de singes, en fait, il y avait des cellules qui ont été contaminées avec du virus de singe qui s'appelle SV40 pour Simian Virus 40. Donc, du SV40 était présent dans les cellules, dans les cultures de cellules de singes, donc qui permettaient de produire le virus. Et en fait, on a montré au laboratoire que le SV40, ce n'est pas un virus anodin. En fait, c'est un virus qu'on dit oncogène, c'est-à-dire, ça rentrait trop dans les détails, mais c'est un virus qui est capable c'est un petit virus à ADN qui est capable de s'intégrer à l'ADN et de causer des cancers. Alors ça, on l'a montré à l'échelle du laboratoire, et puis toutes les études épidémiologiques qui ont été réalisées chez l'homme, en fait, ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre l'exposition des patients vaccinés et puis l'incidence de cancer, en fait, que finalement, il n'y avait pas plus de cancer chez les gens qui ont été vaccinés entre 55 et 61, mais apparemment, tout ce qu'on lit dans la bibliographie, c'est que ces études sont très critiquables, donc il est quand même très possible que le SV40 ait causé des cancers, en fait, sur le long terme. Donc, en fait, c'est vrai que pendant Covid, on a beaucoup entendu parler de « Ah bah oui, mais on ne sait pas, les vaccins, les nouveaux vaccins, est-ce que il va y avoir un effet sur le long terme? On ne sait pas, on ne sait pas. » Mais alors, c'est vrai que, pour être complètement honnête et objective, il y a eu des problèmes dans le passé. On n'a pas montré la preuve complètement. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas si finalement le virus de la polio a créé, parce qu'il était infecté par un virus, on ne sait pas s'il a créé des cancers ou pas, mais c'est vrai qu'il y a une suspicion, en fait. Donc, on comprend que les gens puissent être suspicieux, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je comprends. Il y a eu un autre problème avec la tuberculose en Allemagne en 1933. C'est pareil, il y a eu 72 nourrissons qui sont morts après avoir été vaccinés avec le vaccin BCG. Et en fait, à l'époque, en Allemagne, les autorités de santé ont réalisé qu'en France, là où la vaccination avait été développée, ou là où ce vaccin avait été développé, ils se sont rendus compte qu'en France, les bébés ne mouraient pas. Donc, ils ont très vite compris que là aussi, en fait, ce n'était pas un problème de vaccin, mais un problème de défaut de fabrication. Alors, évidemment, là, je pense que vous êtes peut-être, il y a un certain nombre d'entre vous qui est en train de paniquer en disant « Bah oui, mais est-ce qu'on s'est tous fait vacciner? Est-ce qu'on est sûr? Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va tous mourir du vaccin anti-Covid? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Et puis, d'abord, est-ce qu'on est sûr de l'innocuité et du vaccin qu'on nous a tous injecté, quoi? Alors, je vais vous décevoir ou pas, je ne sais pas. Mais je vais vous dire, pour être complètement franche et honnête, on n'est jamais sûr, en fait, quand on met un nouveau médicament sur le marché ou un vaccin, mais c'est pareil pour un médicament ou un vaccin, on n'est jamais sûr, en fait, de l'innocuité totale de ce nouveau médicament. La raison pour laquelle on n'est pas sûr, c'est que les essais cliniques sont réalisés sur un nombre de patients qui est assez limité, finalement, parce que les essais cliniques coûtent très cher, et puis aussi, ça prend du temps. Donc là... généralement, les essais cliniques, on les fait sur des milliers de patients. Donc, en fait, quand un médicament est mis sur le marché, on sait qu'on a fait des essais cliniques, on sait que le médicament est efficace et toléré, mais finalement, s'il y a un effet indésirable grave qui se produit chez un patient sur 100 000, eh ben, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas détecté, en fait. On n'a pas pu le détecter dans les essais cliniques. Donc, c'est vrai que quand on a un médicament sur le marché, c'est une possibilité en fait qu'effectivement, il puisse y avoir un risque rare, mais un risque qui existe, un risque mortel potentiel qui puisse exister. Donc, ce qui est mis en place en fait par les autorités de santé dans tous les pays, c'est pas que au Canada, mais c'est un système de surveillance en fait
un système de surveillance en pratique courante, en fait, qui fait que votre médecin, quand il voit quelque chose de suspicieux, en fait, il est obligé de le reporter aux autorités de santé. Donc, par exemple, si vous êtes vacciné par le vaccin contre la grippe et puis que le lendemain, vous mourrez, bon, bah là, votre médecin, il va contacter les autorités de santé pour dire, là, il y a un problème, quoi. Normalement, ça ne devrait pas se produire. Alors, ça peut être complètement indépendant, on va dire, hein. Ça peut être une crise cardiaque ou n'importe quoi, mais ça peut être aussi lié au vaccin. Donc, en fait, si les autorités de santé voient qu'il y a plusieurs événements anormaux, suspicieux qui se passent, alors à ce moment-là, ils vont enquêter. Et c'est ce qui s'est passé avec le vaccin AstraZeneca, en fait. C'est comme ça qu'on a détecté les cas de thrombose qui étaient très rares, mais qui étaient mortels. Et donc, c'est grâce à cette surveillance, en fait, qu'on a pu, dans un premier temps, identifier des populations de patients qui étaient plus à risque et moins à risque, et vacciner les gens moins à risque. Et puis, dans un deuxième temps, de dire, bon, OK, on oublie ce vaccin, on va se focaliser sur les autres qui sont plus sûrs. Mais tout ça pour dire que, même si on est dans un cadre très, très contrôlé, en fait, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui puisse se passer. Bon, alors... maintenant, vous allez me dire, super, très bien, et puis le Canada dans tout ça, est-ce que nous, d'abord, est-ce que nous, on participe à la recherche de tous ces médicaments, ces vaccins, etc. Là, parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de la recherche canadienne, on a l'impression que tous les vaccins ont été faits ailleurs qu'au Canada. Bon, c'est pas faux, mais il y a quand même une grande contribution qui a été faite dans des laboratoires canadiens, qui sont les laboratoires Kono. Donc, les laboratoires Kono, c'est des vieux laboratoires torontois, donc c'est là où a été produit l'insuline pendant des années. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est toujours avec ce vaccin contre la polio, le problème du vaccin de la polio, c'était sa méthode de fabrication. Vous avez vu qu'il y a eu des problèmes, mais sans parler de ces problèmes-là, la méthode de fabrication du vaccin à grande échelle était compliquée. C'est toujours compliqué de fabriquer un médicament à grande échelle, mais là, en particulier, c'était compliqué parce que, justement, comme on avait besoin de cellules de singe pour cultiver ce virus, on utilisait du sérum de singe pour cultiver, parce que pour faire pousser des cellules de singe, il faut utiliser du sérum de singe. Et le sérum de singe, c'est très, très cher. Enfin, je veux dire, parce que, faudrait tuer un singe à chaque fois. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Je veux dire, utiliser cette méthode de culture qui avait été mise au point par le professeur Salk, c'était impossible à grande échelle, en fait. Et donc, en fait, à Toronto, le docteur Léon Farrell développe une méthode, qui permet de produire le vaccin, mais dans un milieu de culture qui est complètement synthétique et dans un système de culture en flacon d'agitation, là, comme on voit sur la figure de droite. Et donc, en fait, elle a permis, grâce à ce nouveau milieu qui s'appelait le milieu 199, qui a été ensuite appelé la méthode de Toronto, elle a contribué énormément, en fait, à la fabrication à grande échelle du vaccin contre la polio. Et donc, je pense que, en tant que Torontois, on peut se féliciter que cette découverte ait été faite à Toronto. Et en plus, c'est une femme. Et ça, en sciences, il n'y a pas beaucoup de femmes qu'on félicite souvent. On ne félicite pas souvent les contributions féminines en sciences. Donc, je le souligne 2 fois plus. Alors maintenant, on peut parler de la gestion de la crise Covid. Alors après, avec tout ce qu'on a vu, on va essayer de regarder comment on a géré notre crise Covid. Alors, il faut quand même avouer qu'on n'a plus l'habitude, on n'avait plus, il y a 2 ans, l'habitude des maladies infectieuses, en fait. On est quand même... ça fait finalement, depuis les années 50-60, en fait, depuis ces grandes campagnes de vaccination qu'il y a eu, il n'y a plus trop de maladies infectieuses vraiment mortelles, donc on ne sait plus trop ce que c'était. Et en fait, à l'époque, donc il y a 2 ans, le gouvernement du Canada et d'autres gouvernements, mais le gouvernement du Canada a décidé de financer plusieurs programmes de vaccination. Alors, à l'époque, la stratégie, c'était un peu une stratégie bazooka, en fait. C'était genre, on va essayer tout ce qui est possible et inimaginable, et puis on va voir ce qui marche, quoi. Donc, on essaye toutes les technologies développées dans le monde. Enfin, on essaye tout, quoi. Donc, le Canada a participé donc, à cet effort de recherche mondial, en fait, qui s'est passé, et a financé plusieurs projets, plusieurs programmes de développement de vaccins.
Tous n'ont pas abouti, mais ça, ce n'est pas grave. En fait, on ne s'attendait pas à ce que tous aboutissent dès le départ. Mais on va voir qu'il y en a 2 qui sortent du lot. Si vous voulez regarder en fait, les essais cliniques qui sont en cours au Canada, vous pouvez regarder le site de Santé Canada. J'ai mis le lien ici, mais vous pouvez aller sur le site de Santé Canada. Si vous tapez Santé Canada COVID-19, vous pouvez avoir accès à la liste des essais cliniques qui sont faits au Canada. Alors, tous les essais cliniques ne sont pas faits avec des vaccins ou des médicaments canadiens, mais il y en a aussi. On a 2 exemples de vaccins canadiens qui ont été développés, qui ont l'air de marcher. Alors, le premier, je n'ai pas vu les résultats, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, il est testé. C'est un vaccin qui est développé à l'Université du Saskatchewan. Et le deuxième, c'est le vaccin Medicago dont on va parler un petit peu plus tard. Alors, il y a aussi des médicaments qui ont été développés. Pour être honnête, les médicaments ne sont pas tellement efficaces. Je pense qu'on est un peu tous désespérés, donc voilà. Mais concrètement, il n'y a pas de traitement vraiment probant contre la maladie, quoi. Ce qui marche le mieux encore, c'est la vaccination. Alors, le vaccin Medicago, qui est un vaccin canadien, qui est notre vaccin canadien, félicitons-nous, vient d'être accepté par Santé Canada. Il a été accepté le 24 février, il me semble. Et donc, les essais ont montré qu'il était efficace et toléré. En revanche, l'OMS ne veut pas acheter ce vaccin. En fait, l'OMS achète des vaccins pour les distribuer dans les pays en voie de développement et ne veut pas acheter le vaccin Medicago. Pourquoi? Vous allez comprendre, c'est parce qu'il est produit dans des plants de tabac. Et il a été financé par Philip Morris. Philip Morris est un des actionnaires de Medicago. Et donc, pour cette raison, l'OMS refuse de distribuer le vaccin. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cet argument-là, mais bon, voilà, si vous pouvez me convaincre que... Voilà, enfin, bon, bref. Donc, ce qui est intéressant avec ce vaccin, c'est qu'il est produit dans des plantes de tabac. Et pourquoi? Alors, là aussi, c'est une technologie qui est assez nouvelle, en fait. C'est un peu comme les vaccins ARN. En fait, c'est des nouvelles technologies qui ont été mises en place vraiment très récemment, ça. Et donc, l'avantage de produire dans des plantes de tabac, c'est qu'on peut produire à grande échelle pour pas cher. Parce que toujours, le problème dans la fabrication d'un médicament et d'un vaccin, c'est la production à grande échelle. Vous vous rendez bien compte qu'au Canada, on est 38 millions, je crois, 38 millions d'habitants. Donc, si on dit qu'il faut 3 doses par personne, il faut produire 100 millions de doses en un an. C'est énorme. Mais ça, c'est rien que pour le Canada. Après, il y a toute la planète à traiter. Donc, c'est un système, le système de fabrication est très innovant et très... et pas cher, en fait, pour le coup. Ça permet de produire à grande échelle à des coûts réduits. En fait, la technologie, c'est une technologie. En fait, si vous voulez, la technologie, c'est pas si compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas si compliqué. Avant, on utilisait des cellules pour cultiver du virus. Maintenant, on utilise des plantes. Et en fait, les plantes, elles jouent le rôle des cellules. En fait, les cellules qui produisaient le virus, maintenant, c'est les plantes qui produisent le virus, grâce au génie génétique et tout ça. Mais enfin voilà, conceptuellement, c'est la même chose, grosso modo. Donc voilà, le vaccin arrive quand même un petit peu tard. Vous allez me dire, ah oui, ça arrive un petit peu tard quand même, 2 ans après, 1 an après les premiers vaccins qui ont été mis sur le marché. Moi, je dis que quand même, 2 ans après le début d'une épidémie, c'est quand même un exploit en soi-même. Et puis, on ne sait jamais, l'épidémie de Covid-19 n'est pas terminée, donc on n'est pas à l'abri de rappels et de nouveaux vaccins dans le futur. Donc, moi, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle, le fait que ce vaccin soit efficace et qu'il puisse être produit au Canada. Alors ensuite, on peut parler des perspectives. Alors, les perspectives, il y a 2 ans, c'était un petit peu la catastrophe. Quand on s'est rendu compte, il y a 2 ans, au début qu'il y avait une épidémie mortelle, alors on n'était plus du tout habitué, on ne savait pas trop, on ne savait plus trop gérer les épidémies, on n'avait plus l'habitude. Hein. Et on s'est rendu compte avec stupeur, en fait, que le Canada n'était pas du tout autonome dans le domaine de la santé.
La pandémie a mis en évidence un manque de tout, en fait. Non seulement on n'était pas capable de produire des médicaments, mais on n'était pas capable de produire des masques, des tests, des seringues, des tubes, de remplir des tubes avec des vaccins. On était capable de rien faire, en fait. Et ça, c'est quand même dangereux parce que être dépendant des pays étrangers pour sa santé, c'est quand même très dangereux. On a vu d'ailleurs qu'on a dû attendre notre tour pour être vacciné. Et donc, pour éviter que ce problème se reproduise, le gouvernement fédéral a mis en place un fonds pour la recherche, l'innovation et la biofabrication de produits liés à la COVID-19. Donc là aussi, en fait, vous pouvez aller voir en fait, sur le site du gouvernement fédéral. Vous pouvez aller vérifier, en fait, vous pouvez aller voir tous les projets qui ont été financés en fait, durant ces 2 ans en fait, par ce fonds. Et vous allez voir que c'est très intéressant en fait, de voir qu'est-ce qui a été financé. Alors, je vais vous donner un exemple qui est significatif pour Toronto. Je n'ai pas travaillé pour eux, alors je ne connais pas les détails. Enfin, j'ai fait exprès de prendre celui-là parce que je n'ai pas travaillé pour eux, mais voilà, c'est Sanofi. Donc, Sanofi, historiquement, c'est très symbolique parce que c'est les laboratoires Sanofi qui ont racheté les laboratoires Kono, dont on a déjà parlé, là où a été mis... là où a été découvert la méthode de Toronto, là où a été produit l'insuline. Donc, Sanofi, donc, en avril 2021, il y a eu une annonce en fait, qui a annoncé que Sanofi recevait du ministère de l'Innovation 415 millions de dollars pour construire une nouvelle usine de fabrication de vaccins à Toronto. Alors, cette nouvelle usine assurera la formulation et le conditionnement de nouveaux produits pharmaceutiques. Sanofi s'est engagé à investir à peu près la même somme, 450 millions de dollars, et puis le gouvernement de l'Ontario a aussi déclaré qu'il allait investir 50 millions de dollars. Alors là, je vois déjà, vous êtes en train de paniquer, mon Dieu, mais tout ça, c'est l'argent, c'est notre argent, c'est l'argent de nos impôts, mon Dieu, on donne de l'argent aux industriels. Alors oui et non, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors déjà, donc, quand le gouvernement finance la construction d'usines, donc là, c'est le cas d'usines d'entreprises pharmaceutiques, mais c'est le cas pour tout type d'usine, mais bon, là, moi, mon métier, c'est les entreprises pharmaceutiques. En fait, le gouvernement demande une contrepartie des entreprises, c'est pas de l'argent qui est donné comme ça. Donc là, Sanofi s'est engagé à engager à créer 1225 emplois hautement qualifiés. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire si on lit les petites lignes? En fait, hautement qualifié, ça veut dire que les personnels auront des salaires élevés et qui vont payer beaucoup d'impôts. Donc, c'est un retour sur investissement, si vous voulez, pour le gouvernement, d'être sûr que l'entreprise engagera des gens qui auront des salaires élevés. Alors, Sanofi s'est aussi engagé à produire des vaccins anti-grippaux. Alors ça, c'est intéressant parce que quand vous négociez avec le gouvernement vous dit c'est bien, vous êtes bien gentil, là, vous voulez qu'on finance une usine de fabrication de médicaments, mais il faut nous dire à quoi elle va servir, cette usine, parce qu'on ne peut pas laisser une usine vide qui reste là et qui soit là en cas de nouvelle pandémie qui arrive, on ne sait pas quand. Donc, en fait, il faut pouvoir prouver que l'usine va servir à quelque chose et qu'elle servira aussi en cas de pandémie. Donc là, en fait, j'imagine que Sanofi a réussi à convaincre le gouvernement en disant on va fabriquer des vaccins contre la grippe. Alors ça, c'est rentable parce qu'on en fait tous les ans, il faut en produire tous les ans, donc c'est rentable. Et puis, on ne travaillera pas à full capacity. Et puis, si jamais il y a une pandémie, on aura l'équipement, le savoir-faire et la capacité de produire des vaccins si on en a besoin. Donc ça, c'est des arguments qui touchent le gouvernement fédéral, qui arrivent à convaincre le gouvernement fédéral d'investir. Et puis aussi, ce qui est très important pour le Canada à l'heure actuelle, c'est la propriété intellectuelle, et notamment dans le domaine pharmaceutique. Donc là, quand Sanofi dit qu'il va investir 79 millions de dollars par an pour financer la recherche, en fait, ils disent aussi, on comprend entre les lignes que il va y avoir de la propriété intellectuelle qui va être déposée au Canada. Et ça, pour le futur du pays, c'est aussi très important. Et le Canada, le gouvernement apporte beaucoup, c'est très important pour le gouvernement. Et puis aussi, alors une autre chose que j'aimerais mentionner, là je ne sais pas si c'est le cas, parce que je n'ai pas travaillé pour eux, mais souvent en fait, ces subventions, ce n'est pas des subventions, c'est des prêts en fait.
c'est des prêts sans intérêt qui sont donnés aux entreprises, donc les entreprises doivent rembourser au bout de 5 ans, au bout de 7 ans. Et puis, en fait, une partie du montant peut être pardonnable, c'est-à-dire que si l'entreprise accomplit bien ce qu'elle doit accomplir, c'est-à-dire finit bien de construire son usine dans les temps, engage bien le nombre de personnes qu'elle avait prévu d'engager, etc. Alors, le gouvernement dit, bah, OK, on vous pardonne, vous n'avez pas besoin de tout rembourser, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, c'est ça que je veux dire. C'est quand même des projets qui sont construits c'est un investissement, en fait, c'est ça que je veux dire, un investissement du gouvernement pour l'industrie pharmaceutique. Maintenant, on voulait faire un petit peu le bilan de cette pandémie. Et puis, alors, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir cette pandémie par rapport aux autres pandémies qui ont sévi dans l'histoire. Hein. On peut se dire, quand même, bon, là, on a affaire à un virus qui tue 1 à 2% des personnes qui sont infectées. C'est quand même autre chose que 75% de la population autochtone qui a été décimée à cause de la variole. Donc, on n'est quand même pas dans un cas extrême comme la variole. Et puis, on voit que le virus n'a tué que, entre guillemets, 37 000 personnes au Canada, alors que 1% de la population canadienne, c'est 380 000 personnes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand même qu'on a mis en place des mesures qui ont permis que le virus ne se propage pas, en fait. Donc ça, c'est quand même une réussite, on va dire, même si peut-être ça nous a tous énervés de rester chez nous et on en a eu marre, etc. Quand même, concrètement, en évitant que le virus se propage, on a évité qu'il y ait 1% de la population qui meurt. Ensuite, moi, personnellement, je pense qu'il faut être très positif sur le fait qu'on a réussi à développer des vaccins aussi vite. C'est presque un miracle, je dirais. Et puis, moi, je suis une enthousiaste de la science, mais c'est vrai que c'est quand même... on a une chance inouïe qu'il y ait des vaccins qui aient réussi à marcher aussi vite. Et on a un vaccin canadien qui a été développé en 2 ans et ça aussi, c'est quand même un exploit. 2 ans, c'est rien, même si ça nous paraît long par rapport aux autres vaccins, mais en fait, c'est rien. Et puis, on verra si on aura besoin de ce vaccin dans le futur, mais en tout cas, on l'a. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des problèmes de fabrication du vaccin à grande échelle. Alors ça, je dirais, ça c'est un problème qui est récurrent dans l'histoire. On a toujours des problèmes de fabrication de médicaments à grande échelle. C'est vrai, on se dit, rien qu'à l'échelle du Canada, 3 doses pour tous les habitants, il faut 100 millions de doses. C'est énorme à produire. Enfin, il faut avoir des capacités de production énormes, en fait. Alors à l'échelle de la planète, c'est encore pire, quoi. Donc, on s'est rendu compte effectivement qu'en tout cas au Canada, on n'était pas du tout autonome et qu'il fallait qu'on corrige le tir. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a plusieurs usines, vous pouvez aller voir le site, il y a plusieurs usines qui vont être construites en Ontario et dans d'autres régions du Canada. Alors, c'est sûr que ça ne va pas résoudre le problème dans l'année qui vient, en fait. Hein. Ça va prendre quand même quelques années avant que les usines soient construites. Mais en tout cas, on devrait être plus prêt pour une pandémie future ou une épidémie future. S'il y a une épidémie dans 5-10 ans, on devrait pouvoir s'en sortir plus facilement, je dirais. Et puis aussi, on voit qu'il y a quand même une forte volonté du gouvernement pour un retour à l'autonomie dans le domaine de la santé et de la compétitivité aussi canadienne, parce qu'on avait au Canada de nombreuses entreprises pharmaceutiques, et notamment à Montréal. Tous les grands groupes pharmaceutiques étaient à Montréal, ils sont tous partis après la crise de 2008, tous partis. Et ça, c'était une erreur quand on était dans le domaine. Tous les gens du domaine, comme moi, on était catastrophés à l'époque, on savait que c'était vraiment... c'était pas la chose à faire, et ça s'est quand même produit. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment une erreur de dépendre de pays comme l'Inde ou la Chine pour avoir des médicaments, mais même des médicaments basiques comme l'aspirine, quoi, ou le Tylenol. Donc, c'est vraiment c'est une bêtise, en fait, qui a été faite et qui est en train d'être corrigée. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, alors après, c'est sûr, on est resté 2 ans chez nous. Hein. Donc, après, je ne sais pas si pour vous, ça a été difficile ou pas. Bon, ça a été difficile plus ou moins pour tout le monde, mais peut-être pour des personnes, pour certaines personnes plus que d'autres. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vécu les 2 dernières années, n'ont pas été les meilleures années de notre vie, on va dire. Mais bon, moi, je trouve que quand même, je suis assez positive.
Alors maintenant, la question à quoi s'attendre dans le futur. Alors, je dirais, moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas. Et personne ne sait. Il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Le premier scénario, c'est un scénario catastrophe. Alors, j'en parle en premier parce que voilà, c'est la mauvaise nouvelle en premier, qui est que, donc, à l'heure actuelle, il y a environ 50% de la population mondiale qui est vaccinée. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 50% de la population mondiale qui n'est pas vaccinée. Et donc, dans certaines régions du monde, le virus circule et circule beaucoup. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un nouveau variant qui apparaisse, qui soit résistant et résistant à nos vaccins. On n'est pas du tout à l'abri que ça peut complètement se produire. Il faut être conscient de ça. Voilà. Mais il y a quand même un scénario 2 plus enthousiaste, qui est le fait qu'on va arriver à l'immunité collective. Donc, c'est ce qui semble se passer à l'heure actuelle. On a vu ça avec Omicron. Finalement, beaucoup de gens attrapés Omicron. Omicron avait l'air d'être beaucoup plus infectieux, mais finalement, c'était moins grave. Comme on est tous vaccinés, on est tous plus ou moins un peu immunisés au Canada, en tout cas enfin, dans les pays occidentaux, contre le coronavirus. En fait, finalement, beaucoup de gens ont été infectés, mais ça ne s'est pas passé si mal que ça. Donc, en termes de mortalité, ça n'a pas été la catastrophe. Et en fait, on a l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige dans le futur. Bah, ceci dit, il faut quand même rester vigilant parce qu'on sait... En fait, c'est vraiment de la statistique. Plus le virus circule et plus il y a de chances qu'il y ait de gens qui meurent, en fait. Donc, c'est un peu... et comme on ne sait pas qui c'est qui va mourir, c'est un peu... voilà. Donc, voilà. Donc, il faut quand même rester vigilant, mais apparemment, on a l'air de se diriger vers une solution un petit peu intermédiaire où probablement il va falloir qu'on se fasse vacciner régulièrement. Pfizer et Moderna ont demandé en fait l'autorisation pour une 4e dose, enfin un 2e rappel. Et puis finalement, donc on ne sait pas trop si tout le monde devra se faire vacciner ou seulement les gens les plus fragiles, comme c'est le cas pour la grippe. On verra. Et puis enfin, le scénario 3 très enthousiaste qui est l'éradication du virus. Moi, j'y crois pas. Je veux dire, c'est trop tôt. Pour que ça puisse se passer, il va falloir beaucoup d'années, quoi. Donc ça se passera pas. On n'éradiquera pas la Covid, enfin le coronavirus tout de suite. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Voilà ma conclusion. Maintenant, moi, je suis ouverte à vos questions. Je n'ai pas la boule de cristal non plus, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis, je suis assez enthousiaste de toute façon de nature. Mais n'hésitez pas à échanger et à poser des questions s'il y a des morceaux de la conférence que vous n'avez pas bien compris. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je regarde le chat. Alors, on a Christine. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Christine qui nous partage: je crois que c'est la politique anti-scientifique et superstitieuse de Stephen Harper qui a entamé l'exode de nos grosses têtes scientifiques. Alors oui, c'est vrai. Alors il y a eu une volonté politique en fait, une volonté politique de ne pas retenir en fait les entreprises pharmaceutiques au Canada. C'est vrai qu'aussi à l'époque, alors 2008 c'est une époque de crise, hein, c'est la grosse crise financière, et c'est vrai aussi qu'à l'époque c'est toute l'industrie était en transition en fait, on va dire. Partout dans le monde, hein, pas seulement au Canada. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chamboulements dans le domaine pharmaceutique, mais c'est vrai que Stephen Harper, c'est vrai que les politiques n'ont pas du tout retenu, voilà, c'était pas une priorité de retenir l'industrie pharmaceutique et l'écosystème pharmaceutique au Canada, et ça a été une grosse erreur. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat tout de suite pendant qu'on lit le reste des commentaires. On a Ronald qui nous dit qu'il y a eu la 6e vague BA2. Oui, ben alors, oui, alors oui, ben, je pense que des vagues, on va en avoir. Les vagues, on va en avoir tout le temps, quoi. ça va. Enfin, moi, je pense pas qu'on en est fini, quoi. Enfin, ça va continuer, ça va être, voilà, ça va venir, ça va disparaître, ça va venir, ça va disparaître. Et je pense que c'est, en fait, le management de la crise, c'est quand même un management de risque, en fait. C'est-à-dire, quand il va y avoir une vague, il va falloir qu'on se reconfine, en fait, qu'on reste chez nous, qu'on ne voit pas grand monde, etc.
Et puis, quand on sera dans le creux de la vague, hop, on pourra revivre de nouveau. Et je pense qu'il faut qu'on s'habitue à cette espèce de vie en accordéon parce que c'est ça qui nous prend au nez, de toute façon. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense. C'est ce que je pense. Alors, on a d'autres questions. Yolande qui demande, quelques pays ont approuvé la 5e dose du vaccin. Pourquoi pas le Canada? Quelques pays l'Israël peut-être, mais sinon l'Angleterre, je ne sais pas. Oui, non, mais là, au Canada, on a commencé la vaccination plus tard que certains pays comme l'Israël, par exemple. Donc, là, on est en train de discuter à la 4e dose, en fait. Donc, on y arrive. Hein. Ouais, par étapes. Mais c'est vrai qu'on a commencé plus tard, en fait. Justement, comme on n'avait pas de vaccin, on a eu accès au vaccin plus tard que certains pays. Et donc, du coup, on va y arriver, quoi. On a Paul qui demande, à quel point la Covid a-t-elle augmenté le nombre ou taux de décès annuels? Alors ça, je ne sais pas. C'est une question intéressante. Je ne sais pas, en fait. Oui, si on compare, oui, parce qu'effectivement, il y a eu, oui, si on pense à tous les gens qui ont laissé traîner leur cancer et puis qui ne sont pas allés à l'hôpital parce qu'ils avaient peur d'aller à l'hôpital ou parce que les hôpitaux étaient fermés, ils n'ont pas pu être opérés, etc. Donc finalement, quel est le taux de mortalité global non-Covid par rapport au taux de mortalité Covid? Je ne sais pas. Je sais pas, mais c'est intéressant. Je sais par information par mes amis qu'effectivement, les cancers qui arrivent en ce moment sont des cancers qui sont plus sévères à des stades plus avancés. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas été diagnostiqués en fait, pendant ces 2 ans. Ah, ça arrive. Du coup, Isabelle qui demande si le SRAS n'est pas considéré comme une épidémie. Le SRAS, oui. Le SRAS de 2004 ? Je suppose. Oui, il y a eu un SRAS au Canada en 2004, mais il n'y a pas eu énormément de morts. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu énormément de morts en fait en 2004. En fait, on a eu très très peur, mais ça s'est passé assez. Voilà, ça n'a rien à voir avec Covid-19 qui s'est passé là. Surtout, ce qui est intéressant avec le SRAS, c'est qu'on n'a rien appris en fait. En fait, ça fait un moment qu'il y a des maladies respiratoires. Ça fait un moment qu'on craint une épidémie de maladies de type respiratoire, c'est-à-dire une grippe, un coronavirus. On sait que ça va arriver. On sait que c'est les maladies. On le savait, quoi. on le savait. C'est ça qui est fou, c'est qu'on n'était pas prêt, quoi. Mais le Canada, mais en Europe, c'était pareil, quoi. On n'était pas prêt. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien, alors qu'on savait très bien que ça nous pendait au nez, en fait, à cause de cette épidémie de SRAS, de H1N1 et tout. Alors, ça arrive. Paul qui nous fait part d'un commentaire. En Écosse, les données suggèrent que le nombre de vaccins reçus est relié au nombre de décès. Plus de vaccins, plus de morts. Alors là, je serais bien contente que vous m'envoyiez l'étude qui montre ça, parce qu'à mon avis, je ne sais pas si cette étude est très, très sérieuse. Il faut faire attention, hein, les études qu'on lit, savoir si c'est des vraies études scientifiques ou si elles ont été écrites par on ne sait pas qui, quoi. Mais non, moi, je n'ai pas vu d'études de ce style-là donc, ça ne me paraît pas juste, ça ne me paraît pas vrai. Mais si vous voulez m'envoyer l'étude pour que je la regarde, volontiers. Paul vous enverra ça. Yolande qui demande si vous pouviez nous parler de l'efficacité des masques sur le marché, que ce soit en tissu. Alors ça, le sujet de masque, oui, alors ça, c'est un sujet très intéressant parce que je ne sais pas si vous regardez les gens dans la rue, mais les gens, ils ne savent pas, en fait. Pour moi, le problème, ce n'est pas le problème d'un masque, c'est le problème de comment les gens mettent leur masque. Parce que je ne sais pas si vous voyez le nombre de gens qui mettent un masque. Et puis, alors, le masque, c'est pour protéger des projections éventuelles qu'on aurait si quelqu'un nous éternue dessus ou nous crache dessus, quoi. Donc, en fait, toute la partie qui est à l'extérieur est contaminée potentiellement. Donc, c'est une partie qu'il ne faut pas toucher. Eh bien, voyez le nombre de gens dans la rue qui touchent leur masque, en fait, qui se le remettent sans cesse sur le nez comme ça, mais en mettant bien leur main.
C'est fou, quoi. Et moi, à chaque fois que je vois ça, je me dis, mais non, là, ils sont en train de... Si, ils ont du virus sur leur masque, ils sont en train de s'en mettre plein les mains. Et il faut faire très attention, en fait, à comment on manipule son masque. Donc, moi, je pense que c'est plus ça le problème que vraiment la question de masque en tissu ou masque en papier ou vraiment les FFP2 et tout ça. Enfin, voilà. Et Yolande rebondit du coup, est-ce que vous pensez que le masque est nécessaire dans les rues? Alors, moi, je dis, en fait, toute la gestion de l'épidémie, c'est une gestion de risque, en fait. En fait, c'est quand il y a beaucoup de virus qui circulent, il faut faire plus attention que quand il n'y a pas beaucoup de virus qui circulent. Par exemple, en été, enfin, les 2 derniers étés qu'on a vécu, il n'y avait quasiment pas de virus. Donc, à la rigueur, ce n'était pas grave de ne pas porter le masque, puisque le risque d'être contaminé, en fait, il n'y a pas de vaccin qui circule. Donc, le risque d'être contaminé est très faible. Maintenant, en période de Noël, ça fait 2 années qu'il y a beaucoup de virus qui circulent. Donc là, dans ce cas-là, il faut mettre le masque. Je dirais même, ouais, le masque dans la rue aussi. En fait, c'est toute une question de risque, de pourcentage de chance d'être infecté, enfin de risque d'être infecté, on va dire, et de la période de l'année. Et c'est vrai que si vous êtes à l'extérieur, il y a moins de risque d'être contaminé que si vous êtes à l'intérieur, mais en même temps, à l'extérieur, vous êtes dans la foule, il vaut peut-être mieux mettre un masque. C'est vraiment pour voir le risque en fait, d'être contaminé. Si le risque est élevé, oui, vous mettez un masque. Si le risque n'est pas élevé, ouais, si vous êtes tout seul sur le bord du lac, à mon avis, vous pouvez enlever votre masque. Hein, ça ne va rien se passer, quoi. Mais voilà, c'est plus une question de gestion de risque, en fait. On a un dernier commentaire de Ronald. Oui. Toronto a été très affecté par le SRAS, un branle-bas dans les hôpitaux, des morts, et nous étions en quarantaine aux moindres symptômes. On disait que cette expérience était un signe comment nous étions mal préparés à gérer une épidémie. Alors, je crois pas qu'il y ait eu tant de morts que ça, en fait. Moi, j'avais lu une 50aine de morts à Toronto, mais je n'étais pas à Toronto à cette époque-là, et peut-être que j'ai tort. Mais c'est vrai que c'était un signe qu'on n'était pas préparé. Et il y a eu H1N1 aussi en 2010, vers 2010, il y a eu H1N1. On savait en fait qu'il y avait ces maladies respiratoires en fait qui nous pendaient au nez. On savait qu'il fallait des respirateurs, on savait qu'il fallait des réas, etc. Et on n'a rien fait, quoi. On n'a pas du tout appris de nos leçons. Il a fallu qu'il y ait une grande pandémie qui arrive et que l'économie soit complètement bloquée finalement pour qu'on comprenne qu'il fallait faire quelque chose, quoi. On n'a plus rien dans le chat. Peut-être que certaines personnes ont des dernières questions. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. C'était très intéressant. Ça permet de pas mal relativiser sur la période qu'on a connue, qu'on connaît toujours au final depuis 2 ans. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais me joindre à Romain. Merci beaucoup, Catherine. C'était très intéressant. J'ai bien aimé la petite rétrospective que tu as faite au cours de l'histoire. J'ai appris des choses sur la polio, la variole, toutes ces épidémies passées. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions pour Catherine par la suite, vous pouvez toujours nous les faire parvenir par le biais de la boîte de la Société d'Histoire. Merci à tous. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous, en tout cas. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.